En janvier 2026, j'ai passé la barre des 10 ans de muscu. 10 ans à m'entraîner entre 4 et 7 fois par semaine. Alors ça m'a laissé le temps de tester pas mal de choses, des cycles de progression différents, des diètes différentes, des routines différentes. J'ai donc décidé de faire le bilan complet de cette décennie et de t'en donner une synthèse claire, condensée autour de 10 points. C'est pour moi la pyramide des 10 priorités dans lesquelles tu devrais dépenser ton temps, ton énergie, voire ton argent, si tu veux progresser en musculation et te sentir bien dans ton quotidien. Alors même si je sais qu'en musculation naturelle comme non naturelle, la génétique joue un rôle primordial, je ne vais pas la traiter car ce serait hors sujet. Je vais parler ici que des points sur lesquels tu possèdes un contrôle. Allez, c'est parti, on va traiter ces 10 points en commençant par les moins importants. Pour aller vers les plus importants, tu comprendras pourquoi à la fin. Prends-toi un petit café, pose-toi ou va faire tes pas, et on commence par le 10e point, qui est les compléments alimentaires. Je mets les compléments alimentaires en 10e place, mais franchement, si je pouvais les mettre plus loin encore, je le ferais, tellement j'estime qu'ils sont secondaires. Mais les compléments doivent quand même faire partie de cette liste et de cette pyramide, parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui en musculation. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, pour ma part j'estime que leurs effets sont complètement surcotés s'agissant des gains en musculation. Certains marchent, c'est indéniable, comme la créatine, il y a des milliers d'études qui le confirment, mais il y a une vraie disproportion entre ce qui t'est vendu, c'est-à-dire ce qui t'est annoncé et rabâché en permanence via le marketing acharné sur les réseaux, et les impacts réels de ces compléments. Il y a un vrai lobbying des compléments alimentaires, ça a pris des proportions folles. Tout le monde crée de nouvelles formes, comme avec le collagène, on le retrouve en barres protéinées, en canettes, en chewing-gum, en gélules, en poudre. Bref, ça devient complètement barge. Et ça alimente cette surdose d'informations qu'on trouve dans l'industrie du fitness. Une industrie du fitness qui prend un essor de fou aujourd'hui. Car faire du sport, c'est devenu une vraie identité. Les gens s'habillent en sportswear pour sortir. Car dire qu'on est sportif ou montrer l'apparence qu'on est sportif, ça reflète une bonne image aux yeux du monde. C'est aussi la mode du biohacking, c'est-à-dire l'optimisation du lifestyle. C'est aussi la mode du biohacking, donc de l'optimisation de son lifestyle. Et les compléments, ça marche si bien car il est presque impossible de dire si ça marche vraiment ou pas. Donc dans le doute, on en prend. Et on continue d'en prendre. Rien que pour l'effet placebo et pour se rassurer. Par peur. On se dit que si on n'en prend pas, on risque de ne pas avoir une vie optimisée. On est toujours dans le FOMO, le fear of missing out. Et quand on voit son étagère avec ses 10 compléments, on se sent athlète, on se sent sportif. C'est une réassurance mentale, ça donne confiance. Sauf que cette industrie des compléments ne te dit jamais que tu devrais commencer par un check-up de santé, c'est-à-dire une prise de sang. Rien que pour connaître tes véritables carences et ne pas consommer des compléments dont tu n'as pas besoin. De toute façon, 98% d'entre nous sont carencés en magnésium, en oméga 3 et en vitamine D. Pourtant, on n'en meurt pas, même mieux, on vit plutôt bien. Pour ma part, je me suis entraîné des années sans aucun complément, et ça ne m'a pas empêché de bâtir un bon physique, de bien dormir, d'avoir un état de santé général excellent, d'être productif, d'avoir de l'énergie. Et j'ai sérieusement commencé à en prendre il y a 4 ans, après m'être longuement renseigné pour choisir seulement ceux qui pouvaient fonctionner, et en choisissant des fournisseurs de qualité. Et le tout sans me faire allumer au niveau des tarifs. Quand j'ai commencé à en prendre, je n'ai rien changé dans ma vie, que ce soit au niveau du training, du sommeil ou de l'alimentation, car je voulais pouvoir faire une vraie comparaison, un avant-après honnête. Et je te le dis d'avance, à part pour la créatine où j'ai la vague impression d'avoir un physique un peu plus plein, ce qui correspondrait aux effets d'hydratation musculaire de la créatine, tu ne vas rien voir ou ressentir à court terme. Et non, tu ne vas pas devenir Arnold Schwarzenegger du jour au lendemain parce que tu t'envoies 50 gélules par jour. Et non, tu ne vas pas non plus perdre tous tes progrès si tu oublies d'en prendre une journée, ni limiter tes progrès. Alors après, je sais que certains te diront par exemple que pour le collagène, il faut voir au très long terme, on ne ressent pas forcément de différence, mais que ça prévient la chute progressive de la quantité de collagène que crée notre corps naturellement avec le temps. Oui, c'est bien beau, sauf qu'on te vend ce collagène à un prix dingue, sous des formes en plus bizarres, et on sait rarement d'où vient le cartilage de bœuf ou de poisson qui est utilisé à sa création. En plus, on sait aujourd'hui que beaucoup de gens ne l'assimilent même pas, donc n'en tirent aucun bénéfice. Pour être parfaitement honnête, je vais te dire aussi que je connais des personnes chez qui ça a eu un effet quasi miraculeux. Ça leur a fait disparaître des blessures comme des tendinites chroniques, donc encore une fois, il faut que tu testes par toi-même, mais ne gobe surtout pas tout ce qu'on te dit sans réfléchir à ce sujet. Arrête de te faire avoir et de te ruiner pour cette industrie des compléments qui multiplie les pubs, les podcasts, les collaborations, les formules pour te vendre toujours plus. Ne succombe pas à la peur qu'on essaie de te vendre. Reste sur ceux qui marchent vraiment. Je sais que les compléments ont souvent un effet placebo, et on aime bien se dire qu'en ayant sa petite pharmacie personnelle, on va devenir un surhomme. Mais ce ne sera jamais le cas. Tu perds ton temps, de l'argent et de l'énergie mentale sur quelque chose qui devrait te prendre 1 minute par jour maximum. Pour moi, voici les seuls compléments qui ont fait leurs preuves et qui t'apporteront 95% de ce qu'il te faut pour la culture physique comme pour ta santé globale. La créatine monohydrate, sur laquelle des milliers d'études scientifiques ont été réalisées et sont toutes concluantes, j'en prends à peu près 5 grammes par jour, donc environ 12 gélules.
On a également les oméga 3 que je juge très importants, car on en manque énormément dans notre alimentation, à l'inverse des oméga 6. Le magnésium, moi j'en prends 2 gélules avant de dormir, il y a aussi le zinc. Personnellement je n'en prends pas mais tu peux y aller sans peur. La vitamine D, si tu as de grosses carences et que tu ne peux pas ou tu ne veux pas t'exposer régulièrement au soleil, pendant l'hiver par exemple. Et en tout cas, tous les Français sont carencés en vitamine D, mais tant que tu ne te ruines pas là-dedans, pourquoi pas. Ensuite, on a la whey, je te la conseille seulement par commodité. Et si tu aimes ça et que tu la digères bien. Et vérifie absolument la liste des additifs et surtout la méthode de fabrication. Privilégie toujours la fabrication à froid, car si c'est réalisé à de hautes températures, en fait tu ne fais que manger du fromage industriel, grosso modo. Et puis enfin on a la mélatonine. Apparemment ça aide beaucoup les gens au niveau du sommeil, mais c'est pareil, il faut bien sourcer ce produit et ne pas en abuser. Renseigne-toi vraiment sur ce complément. Donc pour récapituler sur les compléments, commence par faire une prise de sang pour identifier tes carences. N'achète que ceux qui sont utiles et sur lesquels la science a émis des tonnes d'études concluantes, comme la créatine ou le magnésium. Puis teste toi-même. Assure-toi du sourcing de ces produits, vérifie leur certification, leur provenance. Prendre des compléments alimentaires, ce n'est pas anodin. C'est de l'automédication non régulée et ça peut avoir des impacts néfastes si tu fais n'importe quoi. Comme avec les huiles essentielles, on ne prend pas n'importe quelles huiles, pas à n'importe quel moment et pas dans n'importe quelle quantité. On ne met pas n'importe quoi dans son corps, c'est une règle primordiale. En fait, je te dirais qu'il n'existe aucun raccourci vers un physique de qualité et une bonne santé. Celui qui te dit le contraire est un menteur ou vend lui-même des compléments, ou est un partenaire qui fait de l'affiliation pour une marque de compléments. Alors vérifie toujours les conflits d'intérêts de ceux qui te disent en consommer sans modération et sans vérification préalable. Donc voilà, pour conclure définitivement sur le sujet, c'est pas parce que tu as une pharmacie chez toi et que tu t'envoies plein de gélules par jour que tu vas exploser. L'important ne réside pas là-dedans. Donc ne troue pas ton portefeuille et ne te disperse pas. Ton énergie est trop précieuse et tu dois l'économiser pour ce qui compte. Alors en neuvième place de la pyramide, on retrouve la mobilité. La mobilité, c'est ta capacité à bouger, tout simplement. Elle a trois composantes, la force, la souplesse et le contrôle moteur. Chez les go muscu, on a souvent la force, même si c'est relatif, et parfois on a le contrôle moteur. Par contre, pour la souplesse, c'est généralement catastrophique. Généralement, quand on a un turbo go muscu, on veut juste aller à la salle, s'échauffer rapido et lifter comme un dégénéré, puis basta. On rentre chez soi et le lendemain on recommence. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec la pratique, l'expérience, la mobilité peut justement te permettre d'être un meilleur bodybuilder, un meilleur athlète et d'avoir un quotidien un peu plus sympa. Je t'explique ça en prenant mon exemple. En juin 2025, j'ai commencé à faire 20 minutes de mobilité chaque matin après le réveil, avant le petit-déj, car j'en pouvais plus d'avoir des cervicalgies chroniques. En gros, j'avais un mal fou au trapèze et au cervical, ce qui avait presque réduit à néant ma mobilité de tête. Je faisais des centaines d'élévations latérales à la salle pour développer mes épaules, ainsi que beaucoup de shoulder press, et je me suis rendu compte qu'en fait, de manière générale, j'engageais jamais mes trapèzes, que ce soit supérieur ou moyen, et donc ce sont mes cervicales qui prenaient tout. Au quotidien, c'était un enfer. Je ne pouvais quasiment pas bouger la tête, même dans des petites amplitudes. Je te laisse imaginer quand je devais regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Un vrai pingouin. Et grâce aux quelques exos de mobilité chaque matin, notamment pour apprendre à activer mes trapèzes, j'ai complètement débloqué ma zone scapulaire en 3 ou 4 mois. C'était le jour et la nuit. Quasiment guéri à 100%. Alors fier de mes résultats, je me suis demandé quels étaient les autres problèmes récurrents qui m'empêchaient de performer dans de meilleures amplitudes à la salle, ou qui m'handicapaient au quotidien. Et j'ai découvert que c'était également mes hanches et mes épaules qui me faisaient souffrir. J'ai donc fait pareil pour ces deux zones. J'ai désormais une excellente mobilité d'épaule, qui me permet d'aller chercher de meilleures amplitudes sur mes mouvements de poussée notamment, donc par exemple pour le développement des pectoraux. Et une bonne santé d'épaule, c'est fondamental pour un tas d'exercices, pas seulement pour les pecs. Même pour des mouvements de tirage, donc pour le dos, mais aussi lorsqu'on fait le bas du corps, par exemple pour du squat à la barre. Pour les hanches, quelques rotations et étirements chaque matin m'ont complètement transformé, que ce soit lors de la course à pied, pour faire ma dépense calorique journalière, ou lors de mes entraînements bas du corps à la salle. Rotation de hanche, extension de hanche, rotation thoracique, mobilité de cheville, bref, tout ça va te changer la vie à la salle, mais aussi dans ton quotidien. Je suis sûr que tu pourras grandement améliorer ton squat et ton deadlift en faisant beaucoup de mobilité lors de tes échauffements. Moins de gêne, plus d'amplitude, moins de blessures, plus de gains musculaires. Donc renseigne-toi pour voir les mouvements dans lesquels tu as des progrès à faire et fais une petite routine mobilité chez toi. Ou alors lors de tes échauffements à la salle. Je t'assure que même si tu es pressé, 10 petites minutes peuvent t'apporter énormément de bénéfices. La mobilité, c'est donc une clé extrêmement sous-cotée si tu veux durer en culture physique et améliorer ton quotidien. C'est tout bénef donc, d'un point de vue de la culture physique et de la longévité. Et ça me permet de finir sur ce point en abordant l'échauffement, qui est finalement très proche de la mobilité. Tu dois t'échauffer correctement. Laisse-moi répéter, tu dois t'échauffer correctement. Arrête de croire qu'économiser 5 à 10 minutes c'est négociable au début de ta séance. Il vaut mieux s'échauffer correctement et faire un exercice de moins que d'arriver et de tout envoyer à froid sur un exercice, notamment quand cet exercice est à forte tension d'étirement. Ce qu'on veut, c'est durer. Et l'ennemi, c'est la blessure. Donc fais bien les choses.
L'échauffement, ça te permet des tas de choses indispensables. Faire augmenter la pression sanguine, augmenter la température du corps, donc faire affluer le sang vers les muscles dont tu vas avoir besoin lors de ton exercice. Ça permet aussi de chauffer les articulations qui vont être sollicitées, et surtout de te préparer mentalement à tes exercices. Ça va donc te permettre de mettre plus d'intention, de concentration et d'intensité dans tes séries. Et tout ça, ce sont des acteurs clés de performance en musculation. Ça va aussi évidemment t'aider à prévenir les blessures et te permettre d'exprimer une plus grande force. Grâce à l'échauffement et à la mobilité, tu as plus de performance, moins de blessures potentielles et une meilleure entame dans ton training, de manière crescendo et progressive. Pourquoi est-ce que tu voudrais sciemment te passer de tout ça? C'est complètement contre-productif et idiot. Et concrètement, si tu veux commencer demain tes routines de mobilité parce que je t'ai convaincu, tu peux regarder la chaîne YouTube américaine de Squat University ou de Training Therapy côté français, mais aussi des youtubeurs comme Major Mouvement ou sur Instagram Sébastien Horeb, sous le nom Australian Strength Coach. Je te mets tous les liens dans la description. En point numéro 8, je voudrais te parler de la gestion du stress. Et concernant le stress, on n'est pas tous câblés pareil. Certains vont réussir à être très résilients vis-à-vis de la pression, à ne pas perdre leurs moyens. Personnellement, la pression que je m'impose me suffit amplement. C'est d'ailleurs en grande partie pour cette raison que je suis à mon compte, mon propre patron en quelque sorte. Le stress est vraiment quelque chose d'insidieux, c'est un vrai fléau qui peut t'empêcher de devenir bon en musculation s'il n'est pas maîtrisé. Car tous les stress ne sont pas mauvais en soi, c'est même fondamental pour la longévité, à condition que ce ne soit pas à des degrés extrêmes et trop fréquemment. Un boulot ou une vie stressante de manière générale, ça impacte ta motivation à aller t'entraîner, tes performances lors de l'entraînement, à maintenir une bonne diète et un bon sommeil. Tout ça car le stress t'impacte nerveusement et inhibe ta capacité à rester lucide quand ça compte vraiment. Quand tu arrives à la salle, tu dois pouvoir te dépasser, partir à la guerre. Or, quand tu as un nerveux déjà atteint par ta journée, ça t'empêche de le faire, tu es limité. Le stress génère également beaucoup de cortisol, qui t'handicape lourdement pour la perte de poids. Et enfin, le stress peut aussi conduire à des humeurs médiocres, et c'est toute ta vie qui en pâtit. Je n'ai pas de recette miracle pour le stress, et je vais pas te faire un cours de développement personnel à 2 francs. Mes seuls conseils, les voici. Bouge dès que tu peux. Le mouvement, c'est miraculeux, ça soigne presque tout. Alors va marcher le midi sur ta pause déj, au lieu de manger ton sandwich en regardant Netflix, ou va t'entraîner après le boulot, même si tu ne te sens pas vraiment. Je te le garantis, tu ne le regretteras jamais. Et j'aime beaucoup ce principe qui dit le seul mauvais entraînement, c'est celui auquel on ne va pas. On ne regrette jamais de s'être entraîné, parce que bouger t'aère, t'oxygène, te réchauffe le corps et l'esprit. Tu vois tout de manière beaucoup plus claire après une bonne marche, une bonne course à pied ou un bon entraînement de muscu. T'es beaucoup plus lucide, disponible et tu peux mieux profiter de ta soirée et de ta famille. Ou alors avoir un nouvel élan de productivité pour faire quelque chose qui te plaît, comme une passion ou un hobby. Tu peux aussi voir plus clair pour organiser la journée de demain. Ensuite, essaye de te concentrer un maximum sur la qualité de ton sommeil et de ton alimentation, afin de ne pas amplifier le stress que tu as déjà. Car si tu as un boulot stressant, te mettre à manger n'importe quoi ou te coucher à 4 heures du matin, ça ne va faire que amplifier ce stress global que subit déjà ton corps. Et en plus de ça, tu vas rajouter de la culpabilité. Alors je sais que lorsqu'on a des journées très stressantes, je sais ce que c'est, je suis jeune papa et entrepreneur, on a envie de s'accorder quelques heures où on a le contrôle, par exemple en faisant un peu de gaming le soir ou en regardant un film assez tard, plus tard qu'on ne devrait en tout cas. Sauf qu'en fait, c'est tout le temps contre-productif. À part si tu es au bord du burn-out, évidemment, de manière générale, cette dopamine que tu cherches, elle va se payer cash le lendemain. Tu vas juste retourner au boulot mort de fatigue, tu seras encore moins productif que la veille, donc encore plus stressé, tu mangeras encore moins bien et tu auras encore moins envie de t'entraîner. Et c'est le cercle vicieux qui n'en finit jamais. Et tu dois briser ce cycle, absolument. Pour conclure avec le stress, je te dirais que si tu te trouves dans une roue infernale et que malgré la meilleure volonté du monde, tu n'arrives pas à prendre soin de toi, alors que c'est un vrai besoin, c'est qu'il y a un problème de fond à régler très vite. Ce que je veux dire, c'est que si ta vie actuelle ne te permet même pas de bien manger, bien dormir et bien bouger, qui sont pourtant des besoins primaires, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Depuis quand est-ce que c'est devenu exceptionnel d'avoir des repas nourrissants, un sommeil reposant et une activité physique régulière? Qu'y a-t-il finalement de plus important que de prendre soin de l'enveloppe charnelle dans laquelle nous sommes, pour ensuite prendre soin des autres? N'est-ce pas un devoir, une nécessité absolue? Pour moi, c'est prôner l'inverse qui me semble complètement dingue. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc peut-être que tu devrais changer radicalement de mode de vie, même si ça engage des décisions radicales. Changer de job, déménager, quitter un conjoint, abandonner un business, en créer un nouveau, commencer une nouvelle passion, bref, tu vas sans doute devoir abandonner une partie de toi et te forger une nouvelle identité. Ça risque de faire mal, même très mal, et une petite traversée du désert s'annonce pour toi. Mais il n'y a que dans les moments de radicalité extrême, dans des moments de souffrance, que les vrais changements s'opèrent. Et ce sont justement ces changements dont tu as besoin. En numéro 7 de ma pyramide des priorités en musculation, le soleil. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais le soleil c'est l'énergie la plus vitale qui existe. Sans elle, aucun être vivant sur Terre.
ce serait le néant complet. Pas étonnant que les pays à la plus longue longévité soient des pays souvent exposés au soleil. Grèce, Italie, Japon. Les mecs brûlent littéralement au soleil du matin au soir avec un rythme de vie très tranquille, et malgré ce qu'on dit sur les effets néfastes du soleil, ils sont en forme physiquement et vivent très longtemps. Concrètement, le soleil permet la sécrétion d'endorphines, donc les hormones du bonheur, et déclenche la création de la vitamine D. Tu as alors un meilleur teint, une meilleure humeur, un meilleur système immunitaire. Le soleil te rend donc plus beau, moins malade, donc te permet potentiellement de t'entraîner plus, avec moins de blessures, et te donner plus de kiff dans ta vie de tous les jours. Avec le soleil, t'es gagnant sur tous les points. Je te conseille de t'exposer entre 15 et 30 minutes par jour. Même si tu as une journée stressante, pas beaucoup de temps, ça doit devenir une priorité de t'exposer un petit peu, dès que le soleil se montre. Sur ta pause déj ou le soir en rentrant du boulot, appuie-toi sur cette petite façade d'immeuble baignée de soleil pendant quelques minutes avant d'aller prendre ta voiture ou ton métro. Ça va faire baisser ton cortisol et faire énormément de bien à ton corps et à ta tête, crois-moi. Arrête de courir et laisse-toi imprégner par la chaleur. Laisse tes os, que dis-je, ton âme se réchauffer au contact des ultraviolets. Ça peut vraiment paraître bête, mais un petit peu d'exposition plusieurs fois par semaine au soleil, ça s'accumule et sur une année les effets sont énormes. Tu verras tout de suite la différence. Depuis que je fais l'effort de m'arrêter un peu sur le banc qui se trouve sur la petite place près de chez moi et qui est toujours baigné de soleil quand je vais faire mes courses autour de midi, je sens une nette différence à tous les niveaux. En position numéro 6 de ma pyramide, je vais aborder le NEAT, donc l'activité physique sans exercice, mais aussi la dépense énergétique et l'activité aérobique, donc le cardio. Le NEAT, c'est l'ensemble des actions que tu fais en dehors de la salle pour mener tes journées. Tout bêtement, faire la vaisselle, le ménage, marcher pour aller au boulot, bref, tout ce qui demande une action mais qui n'est pas un sport. Et tout ça, ça consomme des milliers de calories en cumulé. Ce n'est pas ta séance de muscu qui consomme le plus d'énergie dans ta journée, c'est même dérisoire. Souvent, c'est entre 300 et 600 calories maximum. Donc compter uniquement sur ça pour être dynamique, c'est faire fausse route. En fait, plus tu bouges au quotidien, plus tu es dans de bonnes conditions pour avoir un métabolisme de qualité. Donc un appétit sain, un sommeil de qualité et une productivité accrue. Tout comme l'alimentation et le sommeil, le NEAT c'est un facteur de performance et de bien-être absolument fondamental. Alors sur tes jours de repos, tu peux faire de la course à pied, du rameur, du ski erg, de la pliométrie, donc des sauts, tout ce qui est un peu explosif. L'avantage avec les machines comme le rameur ou le ski erg, c'est que ça te permet de faire du cardiovasculaire tout en travaillant musculairement. Je vous garantis que 30 minutes de ski erg, ça pump très très fort au niveau du bras et du dos. Aujourd'hui, beaucoup de salles disposent de matériel axé Aerox ou CrossFit de ce genre, donc n'hésite pas à les tester, notamment sur tes jours de repos ou en fin de séance de muscu. De manière générale, il faut que tu évites au maximum la sédentarité et la position assise prolongée. Ça a des effets terribles sur ta posture, sur l'humeur, le bien-être, la mobilité et même l'illusion de taille. Eh oui, deux personnes de même taille sur le papier ne rendent pas du tout pareil si l'une d'entre elles ne se tient pas droite et est tout avachie. L'autre va paraître bien plus grande, bien plus imposante, bien plus classe. En fait, l'être humain Homo sapiens n'est pas fait pour être assis. Il préfère de loin être allongé ou debout. Je te conseille de viser au moins 8000 pas par jour. Mais ne deviens pas un complet matrixé des pas. Ne saute pas les jeux de famille l'après-midi de Noël parce qu'il te manque encore 5000 pas à faire, c'est idiot, il y a un temps pour tout. Tu peux utiliser l'application Santé sur iPhone qui marche très bien pour suivre ton nombre de pas par jour. Tu peux également faire comme moi et utiliser un tapis de marche à la maison. Pour ma part, je suis à mon compte et je travaille depuis la maison, donc ça m'aide énormément. Mais tu peux faire pareil si tu fais du télétravail ou le soir devant une série après le boulot. Ces quelques milliers de pas que tu fais en plus chaque jour feront une différence énorme au bout de quelques mois sur ton bien-être et ta composition corporelle. Donc plus tu bouges, plus ton métabolisme tourne fort et plus ton physique et ton mental évolueront correctement. En cinquième position de cette pyramide, je vais te parler de la diète et de l'hydratation. La diète, c'est une composante essentielle dans notre sport qu'est la musculation. Concrètement, c'est elle qui soutient l'entraînement, mais aussi la récupération. Une bonne diète, c'est un facteur clé de performance. Elle permet une meilleure digestion, une meilleure sécrétion hormonale, une meilleure humeur, un meilleur système immunitaire. Bref, c'est une priorité absolue pour tenir dans la durée, progresser et être bien au quotidien. En gros, ton alimentation doit tourner autour de ces principes. Elle doit être variée, la plus brute possible, donc avec le moins de transformation possible, avec le moins d'additifs possible, donc on évite les exhausteurs de goût, les arômes artificiels, les conservateurs. Ton alimentation doit aussi contenir une quantité de sel limitée, il ne faut pas en abuser même s'il faut en consommer quand on est un sportif. Et enfin, ton alimentation doit contenir une faible dose de sucre de mauvaise qualité. Pour notre sport, il faut viser généralement entre 1 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, une bonne quantité de glucides et une quantité de lipides et de fibres suffisante. Concernant les calories à consommer quotidiennement, ça dépend d'une multitude de facteurs. Le principe, c'est souvent entre 200 et 400 calories de plus que ton maintien pour prendre du muscle, et entre 100 et 300 en dessous de ton maintien pour une perte de poids. Je simplifie à l'extrême car ça mettrait une vidéo dédiée. En description, tu retrouveras le lien du site de Julien Venesson
qui contient un calculateur de métabolisme pour estimer avec pas mal de précision le total calorique que tu devrais ingérer chaque jour en fonction de ton objectif, donc perte de poids, maintien ou prise de muscle. C'est celui que j'utilise moi-même. Pour traquer les calories de tes repas, tu peux utiliser l'application mobile MyFitnessPal. Il y a un tas d'autres applications qui te permettent par exemple de scanner tes produits du commerce pour connaître leur qualité nutritive ou leurs calories, comme Yuka par exemple, qui est la plus connue. Enfin, il faut qu'on parle de l'hydratation, qui est sans doute l'un des facteurs de performance les plus sous-estimés en musculation. C'est fondamental car tes muscles sont composés à 70% d'eau. Donc à chaque contraction, l'eau entre en jeu. L'eau aide énormément au niveau de la quantité de sang dans ton corps, de la santé de tes reins, la qualité de ta peau, bref, c'est un facteur énorme de performance physique et cognitive. Généralement, pour un go muscu, on parle de 3 à 4 litres d'eau par jour à consommer. Pour l'alimentation, c'est très compliqué de trouver de bonnes références et de bonnes personnes à suivre, mais j'en ai deux quand même de qualité à te proposer. Ce sont les Français Anthony Weiss et Anthony Berthoud. Ce deuxième a notamment écrit une bible sur la nutrition que je te recommande vivement, qui s'appelle Traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Je te mets tous les liens en description. En quatrième position de ma pyramide se trouve la patience. Eh oui, la patience. Ça peut paraître un peu étrange, mais pour moi, la patience est une vertu fondamentale pour progresser en musculation. Sans ça, c'est même pas la peine de commencer. Être patient, c'est comprendre que bâtir un bon physique, ça va te prendre du temps, beaucoup de temps, et qu'atteindre un niveau élite naturellement sera sans doute le projet d'une vie entière. La muscu, c'est un sport de vieux, comme on dit. Pour ma part, j'ai 10 ans dans les pattes et je reste un bébé dans ce sport. Et je sais rester à ma place. Je respecte les autres pratiquants qui ont plus d'ancienneté que moi, surtout s'ils ont un bon physique, et peu importe leur méthode d'entraînement. À un moment donné, il faut savoir rester humble. Et tu dois à minima le respect envers ceux qui ont charbonné pendant bien plus longtemps que toi. Être patient, c'est éviter un tas de problèmes. Frustration, TCA, dopage trop rapide. Que ce soit pour la prise de muscle ou la perte de poids, tu dois respirer un grand coup, te poser et t'en tenir à un plan adapté pour ta vie. Ça ne sert à rien de vouloir copier tes influenceurs préférés avec des physiques incroyables. Spoiler, ça ne marchera jamais. Un programme qui n'est pas adapté à ton temps, ton niveau de stress, ton niveau sportif et ton alimentation est voué à l'échec dans la durée. Alors oui, on peut mettre en place un système avec des valeurs cardinales qui reviennent entre des profils même différents d'athlètes. Mais pour véritablement faire une différence à long terme, et surtout permettre aux gens de développer une autonomie vis-à-vis de leur pratique et de leur hygiène de vie, il faut faire du sur-mesure. Et c'est exactement ce que je propose à chacun de mes clients. Si un coach ne pousse pas son élève à comprendre par lui-même, à faire de la musculation une aventure personnelle, intime, et qu'il souhaite le garder ad vitam aeternam dans une position de dépendance, alors ce coach est mauvais. L'objectif d'un coach est de rendre les gens autonomes. Et généralement, au bout un an et demi, si le travail du coach est bien fait et que le pratiquant est assidu et investi, il devient autonome. Être patient en muscu, ça permet aussi d'éviter de tomber trop rapidement dans le dopage. Certains se dopent très vite, trop vite, et de plus en plus jeunes. Et pour les jeunes, c'est encore plus grave, puisqu'on n'a pas fini son développement cognitif et physique avant 22 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du dopage, ce serait un hors-sujet ici. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'être patient, ça permet de rester humble, de se remettre régulièrement en question et donc de faire tout ce qu'il faut vraiment pour progresser, tout en évitant de se blesser ou de stagner avec des programmes inadaptés. À part si tu as une génétique incroyable et que tu exploses avec quelques pompes faites dans ta chambre, le reste du temps, si tu veux faire de la musculation naturelle, tu vas devoir prendre le temps. Et ça va prendre beaucoup de temps. En étant patient, tu acceptes de mettre ton ego de côté et d'utiliser ta tête. Quand tu es patient et humble, tu ne te prends pas la tête si ça fait 3 semaines que tu ne progresses pas en termes de poids ou de répétition sur un exercice. Au contraire, c'est la patience qui te pousse à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à progresser et à chercher une solution pour faire mieux. A l'inverse, un pratiquant impatient va faire le même exercice encore et encore, dans des charges et des amplitudes inadaptées. Il va au mieux stagner, voire régresser, ou au pire se blesser et abandonner par frustration. Alors sois l'athlète numéro un, celui qui voit long terme, celui qui réfléchit, car sans ça, ton aventure en musculation risque de tourner court. Alors au pied du podium de ma pyramide, donc en troisième position, je vais te parler de l'adhérence. L'adhérence en musculation, c'est le degré auquel tu parviens à tenir ta routine dans la durée, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, du sommeil. Concrètement, c'est ta capacité à respecter et à tenir toutes tes bonnes habitudes, le plus de fois possible, le plus de temps possible. Ça permet aussi de mesurer à quel point tu es en phase ou non avec ce que tu fais. Car si tu interromps tout le temps tes routines, c'est sans doute qu'il y a un problème de ce côté-là. En fait, pour avoir une bonne adhérence, tu dois trouver un juste milieu entre ce qui te fait du bien et ce qui te fait progresser au quotidien. Tu remarqueras que j'ai volontairement pas utilisé le mot équilibre, parce que je ne crois pas beaucoup à cette notion. Personnellement, je fais partie de ceux qui ne cherchent pas l'équilibre à tout prix. Mais j'aime beaucoup cette expression anglaise qui dit be obsessed or be average. En gros, sois obsédé, obsessionnel,
ou reste médiocre. C'est évidemment un peu provocateur, ça vient des Américains, mais ça m'inspire quand même un peu. Et je pense que peu de choses vraiment marquantes sont réalisées dans la vie lorsqu'on cherche toujours à rester bien au milieu, bien propre, sans jamais prendre de risques, par peur de paraître trop excessif. Personnellement, je m'en fiche complètement de paraître extrême ou excessif, ou obsessionnel. Tout ce qui m'importe, c'est d'être en phase avec mon quotidien. Et je sais de toute façon que la vie se régule d'elle-même. Que ce soit au niveau du sport, du professionnel, de l'amoureux ou des finances, il faut souvent aller dans l'extrême d'un côté puis dans l'extrême de l'autre côté pour ensuite seulement être capable de définir son propre juste milieu. Le fameux sweet spot en quelque sorte. Certains comme moi te diront justement en plus qu'ils prennent un plaisir énorme à vivre une vie assez routinière, presque monastique, presque ascétique. D'autres vont avoir besoin de beaucoup plus de flexibilité, de fun, de variabilité, de changement. Ça peut évidemment marcher aussi en musculation, à condition de respecter toujours une forme de cadre. En tout cas, chaque pratiquant doit mettre en place sa propre routine, avec encore une fois plus ou moins de place laissée à l'improvisation. Dans tous les cas, il vaut mieux avoir une routine optimisée à 90% que tu peux tenir chaque jour avec plaisir pendant 10 ans, plutôt que de tout optimiser et tenir un mois avant de craquer complètement. L'adhérence est souvent une condition à la patience qu'on vient de traiter juste avant. C'est justement parce que tu as créé un cercle vertueux, un système qui fonctionne que tu peux être patient sans te frustrer. En seconde position de mon classement, on retrouve l'entraînement et la programmation. C'est sans doute la partie qui fait le plus débat, notamment à cause de l'avalanche d'informations contradictoires qui pullulent sur le web. Pour progresser correctement en musculation, donc avoir des résultats réguliers sans trop se flinguer le corps au passage, il faut que l'entraînement soit intelligent. C'est-à-dire que la fréquence, le volume et le choix des exercices doit être adapté à ton niveau et à ton mode de vie. Si tu n'es pas un grand passionné de musculation, que tu n'as pas 3 heures par jour à y consacrer, mais que tu souhaites quand même bâtir un physique dont tu peux être fier, alors il faut absolument suivre la règle de Pareto des 20-80, c'est-à-dire se focus sur 20% d'efforts qui peuvent apporter 80% de résultats. En l'occurrence, 3 à 5 séances intelligemment faites, entre 45 minutes et 1h30 par semaine, une diète correcte, et vous aurez à peu près 80% des résultats. Et ce pour absolument tous les profils. Mais si tu es débutant, grosso modo avec 1 à 3 années de musculation, il va te falloir beaucoup de volume et une fréquence modérée. Ça veut dire que tu vas aller à la salle entre 2 et 4 fois par semaine et faire un nombre assez élevé de séries pendant ces séances, généralement entre 15 et 20 séries. Le format 4x12 marche très bien pour l'ensemble des exercices. Par exemple, pour une séance pectoraux débutant, 3 exercices avec 4 séries chacun, puis un ou 2 exercices d'isolation de 3 séries, ça marche très très bien. Je te conseille de privilégier les poids libres, donc les barres, les haltères, les kettlebells, et quelques machines ou appareils de muscu qui ne nécessitent pas une grande technique, comme les poulies par exemple. Et avec tout ça, tu vas apprendre à mobiliser tes muscles profonds, comme le transverse, qui est une partie profonde de tes abdominaux. Les poids libres sont également excellents afin de t'aider à améliorer ta poigne, ton grip, à développer ta proprioception, c'est-à-dire ta capacité à visualiser et à bouger ton corps dans l'espace, et ça va ainsi t'aider à créer les premières connexions cerveau-muscle. Si tu es de niveau intermédiaire, donc entre 4 et 10 ans de musculation, en fonction de ton implication et de ton investissement, je te conseille de privilégier une fréquence modérée, plus, et un volume modéré, plus, c'est-à-dire entre 3 et 6 séances par semaine, et entre 9 et 14 séries par groupe musculaire. Encore une fois, le format 4x12 ou 3x12 marche très bien, pas besoin de réinventer la roue. C'est au stade intermédiaire qu'on se rend compte souvent de ses points forts et de ses retards, car la génétique parle enfin, ce qui n'est pas le cas quand on débute, car pas d'ancienneté dans la pratique, donc le corps n'a pas encore pu réagir. Sur tes points faibles, je te suggère des séries longues, voire très longues, plus de 20 répétitions, ou jusqu'à 100 si nécessaire. Le plateau pour passer au stade avancé est souvent dur et long, mais pas d'inquiétude si c'est ton cas. Il suffit de se rappeler d'être patient, d'utiliser sa tête et de se remettre en question. En vérité, on stagne souvent au niveau intermédiaire par un manque récalcitrant de stabilité, de mobilité et une programmation qui n'est pas ou plus adaptée, souvent au niveau du volume, du choix des exercices et de l'absence de ciblage sur les véritables points faibles. Alors renseigne-toi, teste des choses à la salle ou fais-toi accompagner par un vrai coach qui saura voir tes points forts, tes points faibles et aura quelques connaissances en morpho-anatomie pour tenter de passer ce cap. Maintenant, si tu te trouves au stade avancé, déjà bravo à toi, car ça demande beaucoup de travail et une belle dose de persévérance. Tu as atteint ce niveau sûrement parce que tu as bien bossé au niveau du training, de la diète et de l'hygiène de vie globale pendant au moins 7 à 8 ans sans discontinuer. Et tu as donc souvent entre 10 et 13 ans de training minimum. Pour un avancé, je recommande généralement une fréquence élevée, mais un volume modéré moins, voire faible si tu es à un niveau élite, type bodybuilder professionnel. Je ne vais pas développer plus sur cette partie, car à ce niveau, trop de paramètres entrent en compte. Niveau réel, aspiration, donc faire de la compétition ou non, dans quelle catégorie, dopage ou non, génétique, morpho-anatomie, mode de vie. À ce stade, donc au niveau avancé slash élite, ça dépend de chaque athlète et tout doit être sur mesure. Je ferai une vidéo dédiée à l'entraînement ainsi qu'aux différents niveaux de musculation.
ce qui te permettra d'identifier ton niveau réel et de savoir ce qui te reste encore à valider pour passer au niveau suivant. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas louper ces deux futures vidéos. Pour conclure sur la science de l'entraînement et de la programmation, sache que peu importe ton niveau en musculation actuellement, tu dois essayer de créer ton propre écosystème de ressources pour progresser. Que ce soit suivre des influenceurs, écouter des youtubeurs, des personnalités, des podcasteurs, des auteurs, ou lire des sites d'études scientifiques, bref, l'idéal c'est de se mettre à jour régulièrement sur ce sport, qui avance très vite, et de vraiment s'approprier cette pratique afin d'être autonome. Pour ma part, voici les seules personnes que j'écoute et que je lis au niveau de l'entraînement en culture physique. Eric Helms, Josh Bennett, Brad Schoenfeld, Rudy Koya, Pierre Le Sueur, Michael Gundil et Frédéric Delavier. Les liens sont tous en description. Alors nous voilà au sommet de cette pyramide des priorités. En numéro 1, le sommeil. Je finis par le sommeil car c'est l'élément fondamental, le socle qui fait tenir toute la pyramide qu'on a vue ensemble. Le sommeil, c'est un super pouvoir. Si on pouvait synthétiser les effets du sommeil sur notre corps, le mettre en gélule, ce serait littéralement le produit le plus puissant jamais créé. Et ce serait interdit évidemment partout. Le sommeil joue un rôle fondamental à tous les niveaux. Au niveau cognitif, il permet l'apprentissage, une meilleure mémoire, une meilleure capacité de concentration, une gestion de l'humeur, une capacité à la douleur. La liste pourrait durer 3 heures. Au niveau physique, le sommeil permet, mais pas que, une meilleure testostérone. Des études montrent par exemple que des hommes qui dorment 4 à 5 heures par nuit uniquement ont la testostérone d'hommes de 10 ans leur aîné et ont des testicules plus petits. Il y a évidemment la récupération après un training qui permet de bâtir du muscle, même si on ne connaît pas encore très bien le mécanisme d'hypertrophie, c'est-à-dire la manière dont se crée vraiment le muscle. Il y a aussi la perte de poids, car oui, le sommeil te fait perdre des centaines de calories la nuit. La gestion de la faim, c'est pas pour rien que tu as envie de manger n'importe quoi quand tu fais une nuit blanche. Ça permet aussi la cicatrisation, la prévention des blessures et des maladies. Bref, le sommeil prévient, guérit et dope ton corps et ton cerveau dans des proportions folles. En fait, tu l'auras compris, si ton sommeil est mauvais, les 9 autres éléments qu'on a traités ensemble à l'instant sont complètement inutiles et tu es en mode survie permanente. A l'inverse, si ton sommeil est bon, ces 9 éléments sont boostés et tu vis ta meilleure vie. Alors concrètement, pour améliorer ton sommeil au quotidien, tu peux essayer de ne pas utiliser de réveil, si ton job te le permet, de plonger ta chambre dans le noir complet grâce à de bons volets et des rideaux occultants, ou tu peux porter un masque et des boules caisses si tu vis dans un endroit un peu bruyant et que tu as la chance de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Tu peux aussi essayer d'éviter les écrans le soir même. Tu peux tenter la méditation ou la prière, mettre ton téléphone en mode avion à partir de 21 heures, ou encore lire des livres, des BD, plutôt des trucs légers comme de la fiction ou des romans, pour te laisser porter vers le sommeil. Et si tu as tendance à te lever la nuit pour aller aux toilettes, essaye d'éviter de trop boire 3 à 4 heures avant, et évite le surplus de fibres, notamment les fruits avec beaucoup d'eau. Évitez aussi le café l'après-midi, s'il a un fort effet énergisant sur vous. Personnellement, il ne me fait rien. Je peux boire une tasse de café 1 heure avant d'aller me coucher, il ne se passera rien. Donc c'est propre à chacun. Il faut tester encore une fois. La recette miracle n'existe pas. Alors arrête d'écouter bêtement tout ce qu'on te dit sur les réseaux, forge-toi un esprit critique et trouve ta routine sommeil idéale. Tu peux pour ça acheter des bouquins sur le sommeil, bien évidemment, et te renseigner toi-même en consultant par exemple la chaîne YouTube française de Biomécanique, qui a déjà invité des gens de qualité sur le sujet. Et côté anglais, tu peux faire un tour au niveau des chaînes YouTube d'Andrew Huberman, de Peter Attia, de Chris Williamson, de The Diary of a CEO, et même certaines vidéos TEDx sont de qualité à ce sujet. Tu auras tous les liens en description. Alors voilà, on a vu ensemble ma pyramide des 10 priorités fondamentales pour progresser en musculation. Et maintenant que je t'ai exposé tout ça, tu vois bien que t'as pas besoin de passer ta vie au gym, ni d'être un nazi de la nutrition, du sommeil ou de la dépense calorique. En revanche, il te faut absolument de la discipline, de la régularité, et une véritable capacité à te remettre en question très souvent dans la pratique. Et ce, grâce à une bonne adhérence et une bonne patience. Je te souhaite de continuer à te former, à écouter des gens de qualité, à lire des livres, certaines études aussi, bref, à créer ton propre cercle vertueux pour progresser sereinement et correctement en musculation, qui est un sport magnifique. Allez, c'est tout pour moi, mon nom est Romain et on se voit dans une prochaine vidéo.